Nombreuses réactions politiques après le veto du Conseil constitutionnel concernant la définition du licenciement économique inscrit dans la loi de modernisation sociale. C'est la troisième fois que les sages sanctionnent un texte du gouvernement en quelques mois. Dans le Puy-de-Dôme, une certaine psychose s'est emparée des habitants à quelques jours de la campagne de vaccination contre la méningite. Les manifestations collectives ont été reportées. En Afghanistan, la fin du régime des talibans a pour effet pervers de réorganiser la culture du pavot. Le pays redevient pourvoyeur de drogue, inquiétant la communauté internationale. Et puis, dernier tour de piste du Dakar avec l'arrivée au lac Rose des concurrents. Parmi eux, Johnny Hallyday. Peu importe le classement, l'important c'est de participer jusqu'au bout. Johnny Hallyday que nous avons joint à Dakar. Madame, Monsieur, bonsoir. La décision du Conseil constitutionnel qui censure le volet anti-licenciement inscrit dans la loi de modernisation sociale, ce veto provoque une certaine agitation politique. Robert Rue avait mis tout son poids pour obtenir du gouvernement cette disposition. Le patronat et l'opposition s'y étaient farouchement opposés. Globalement, le texte avait eu bien du mal à s'imposer à l'Assemblée. Et voilà que depuis hier soir, l'un des volets les plus sensibles de cette loi est balayé par la décision des 9 sages. Florence Griffon. Leur mobilisation a ému l'opinion publique. Petit Lu, ouvriers de Moulinex, vendeurs de Marks & Spencer ou personnel d'AOMR Liberté. C'est pour répondre à cette émotion et aux exigences du Parti communiste que le gouvernement avait décidé de restreindre les possibilités de licencier. L'article censuré prévoyait que les chefs d'entreprise ne pouvaient licencier qu'en cas de difficultés économiques insurmontables, de bouleversements technologiques majeurs ou pour sauver l'entreprise. Les syndicats et le Parti communiste dénonce le caractère politique de cette censure. C'est un camouflet, à mon avis, pour le gouvernement, mais d'une certaine façon, je m'interroge aussi sur le point de savoir si le Conseil constitutionnel n'a pas été victime de l'environnement politique. Qu'est-ce qui faisait hurler dans ce texte les puissants de la finance? C'est qu'on allait peut-être un peu mieux protéger les salariés qui sont victimes de ces licenciements, qui sont jetés comme des mouchoirs sales parce que l'entreprise n'est pas assez rentable. Eh bien, c'est inacceptable. Le Conseil a estimé que cet article porte à la liberté d'entreprendre une atteinte manifestement excessive. C'est exactement l'analyse du MEDEF et de la droite qui aujourd'hui crie victoire. Appeler cette loi une loi de modernisation sociale, c'était faire mentir les mots. C'était une loi de ringardisation sociale. Le reste de la loi est validé par le Conseil. Les indemnités de licenciement sont multipliées par 2, le délai de mise en œuvre du plan social est allongé, les pouvoirs du comité d'entreprise sont renforcés. Des dispositions qui n'empêcheront pas les plans sociaux, mais qui les rendront plus coûteux pour les entreprises. Et c'est sur la décision du Conseil constitutionnel qu'est revenu Nicolas Sarkozy, invité tout à l'heure de nos confrères d'RTL Le Monde. Il considère que Lionel Jospin a été censuré aussi bien sur la forme que sur le fond. Nous écoutons le député maire de Neuilly. Monsieur Jospin ne veut pas comprendre, et de mon point de vue il a tort, qu'en 2002, on ne peut pas passer en force avec brutalité. Le dialogue social, la concertation avec les partenaires sociaux est indispensable. Donc la première censure, elle est déjà sur la méthode. Il a voulu faire plaisir au Parti communiste français et pour cela il a balayé avec beaucoup de brutalité d'un revers de main le dialogue avec tous les partenaires sociaux, qu'il s'agisse du patronat mais aussi des syndicats de salariés dont pas un seul ne soutenait ce texte. C'est donc pour la troisième fois en quelques mois que le Conseil constitutionnel renvoie le gouvernement à sa copie. Quelques voix s'élèvent ce soir pour dénoncer une décision politique. Reste que cette institution a pour mission essentielle de contrôler la conformité à la Constitution des lois votées par le Parlement. Les 9 sages ont donc, de ce point de vue, autorité sur la décision des députés. Voyons comment est composé le Conseil constitutionnel et comment sont désignés ses membres. Laurence Stolazza, Valérie Lucas. Le Conseil constitutionnel, c'est 9 membres désignés pour 9 ans. Mandat non renouvelable et irrévocable, un statut protecteur pour garantir l'indépendance des sages. 3 conseillers sont désignés par le président de la République, 3 autres par le président du Sénat, les 3 derniers par le président de l'Assemblée. Mais indépendance ne veut pas dire absence de couleur politique. En 1995, Roland Dumas est nommé président du Conseil par François Mitterrand. Dès lors, le Conseil comportera 5 membres, désignés par des autorités de droite et 4 par des autorités de gauche. En 1999, sous la présidence de Jacques Chirac, changement de couleur. Yves Guéna remplace Roland Dumas.
Un an plus tard, lors du renouvellement de mandats par tiers, le nombre de conseillers nommés par des personnalités de droite est largement renforcé. D'où cette question, l'arithmétique a-t-elle une influence sur les décisions du Conseil ? Globalement, la jurisprudence du Conseil constitutionnel est objective, elle n'est pas liée à des clivages politiques. Ce qui est vrai, c'est que lorsque l'opposition saisit le Conseil constitutionnel et qu'elle, je dirais, qu'elle est satisfaite de la décision, on dit que c'est une décision politique. Reste que depuis le renouvellement de mandat il y a un an, le Conseil constitutionnel a largement été sollicité. Il a récemment censuré la loi Guigou sur le financement des 35 heures par la sécurité sociale. Très attendu la semaine prochaine, l'issue d'un autre bras de fer feutré entre les 9 sages et le gouvernement à propos du statut de la Corse, déjà censuré en 91 sous un gouvernement de gauche. Dans le Puy-de-Dôme, la campagne de vaccination contre la méningite, qui devrait commencer mercredi prochain, n'apaise en rien les esprits, peut-être même au contraire. Il semblerait que cette mesure, qui n'est que préventive, n'ait pas forcément été bien comprise des habitants et sur place se développe une certaine psychose. On ne se réunit plus en groupe. Les manifestations collectives ont été reportées. À cela s'ajoute l'inquiétude des professionnels du tourisme. Hélène Hugues. Pas d'attente au remont de pente, aucune difficulté pour se garer. Rarement les pistes du Mont d'Or n'avaient attiré aussi peu de skieurs un dimanche de janvier. Comme si la méningite qui a emporté un enfant dans la station le mois dernier risquait de contaminer tous ceux qui la fréquentent encore. J'ai l'impression qu'ils ont peur. Hein. Bon, c'est un peu plus qu'une crainte, je pense. Ils ont peur. Vous savez qu'à cette époque, on reçoit beaucoup de classes de neige, donc des groupes d'enfants. Et les instituteurs, je pense, sont soumis à la pression des parents et ne veulent pas prendre de risques. 18 cas de méningite, dont 4 mortels ont été dénombrés dans le Puy-de-Dôme au cours des 12 derniers mois. Et même si le ministre de la Santé refuse de parler d'épidémie, l'annonce d'une campagne de vaccination sans précédent dans le département a frappé les esprits. La peur se répand dans les lieux publics. Ce matin à la patinoire, il devait y avoir 2 matchs de l'équipe de Villard-Blanche, des poussins et des minimes, et ils ne sont pas là. Les parents ont refusé de venir. Sur 25 enfants, il n'y en a que 8 qui voulaient venir. À partir de mercredi, 80 000 enfants et adolescents de la région de Clermont-Ferrand pourront, s'ils le souhaitent, être vaccinés contre la méningite cérébro-spinale. La campagne doit durer 3 semaines. Et en Aquitaine, à Bordeaux et à Bayonne, 2 cas mortels de méningite ont été recensés en 2 jours. Il s'agit de 2 adolescents, l'un de 16 et l'autre de 18 ans. Il semblerait que les premiers symptômes aient été pris pour un début de grippe. Les médecins n'ont pas diagnostiqué la méningite foudroyante. La semaine qui s'ouvre à Outreau dans le Pas-de-Calais sera sans doute marquée par de nouvelles fouilles à la recherche du corps de la fillette violée et tuée lors d'une partie pédophile en 99. D'après certains témoignages, son calvaire dépasse l'imagination. Pour l'instant, les enquêteurs n'ont pas réussi à identifier la jeune victime présumée. Aurélia Guillemin, Marie-Pierre Cassignard. C'est tout ce que les fouilles auront laissé. Un jardin ouvrier entièrement retourné, mais pas de cadavre. C'est pourtant ici qu'il y a 72 heures à peine, 2 témoins, 2 enfants désignaient tour à tour le même endroit précis d'une possible inhumation. Celui d'une petite fille dont on ne sait toujours rien, ou presque. Cette fillette de 5 à 6 ans, elle a une identité, vous connaissez son identité ? Ah, si je connaissais son identité, vous pouvez imaginer, monsieur, que la tâche nous serait largement simplifiée. Est-ce qu'elle existe vraiment ? J'en sais rien, monsieur. J'ai dit que c'était une affaire qu'il fallait aborder avec la plus extrême providence. Toute la question est donc là. Y a-t-il eu vraiment meurtre fin 99 à la Tour du Renard? Si oui, le corps a-t-il été déplacé? Difficile en tout cas d'imaginer qu'il ne se soit rien passé quand 2 individus, tous 2 écroués et mis en examen pour viol, qui ne se sont pas vus depuis des mois, racontent la même histoire et dans les mêmes termes. Vous imaginez 2 hommes en train de violer, agresser sexuellement une petite fille de 5 ans, qui crie, qui se démène, qui refuse, qui pleure, qui est blessé, gravement blessé, qui est battu, et finalement battu à mort. C'est quelque chose d'effroyable, de terrifiant, surtout lorsque ces détails sont donnés par des gens qui assistent à la scène, quoi. Dans la rue Lucien-Hénon, le week-end a été tranquille, mais dans le quartier, les jardins ouvriers sont nombreux et on s'attend déjà à d'autres fouilles, avant peut-être d'autres interpellations.
Et ceci nous amène à ce nouveau dispositif concernant les personnes disparues qui sera annoncé demain par le ministre de l'Intérieur avec comme objectif l'efficacité et la rapidité. Serait mis en place un organisme national. L'affaire de la disparition du petit Larbi, considérée pendant plusieurs jours comme une fugue, renforce le besoin d'améliorer le système des recherches. Paul de Genève, Michel Levasseur. Dans les premiers jours de la disparition du petit Larbi, les policiers pensent d'abord à une fugue, une fausse piste qui leur fait perdre un temps précieux. Les enquêteurs n'ont pas fait de faute, ils n'ont fait que suivre la procédure actuelle. Une procédure qui a un défaut majeur, tout repose sur l'intuition des services d'enquête. Combien d'hommes faut-il mobiliser ou chercher dans quel cadre pour les enquêteurs? En tout cas, c'est toujours un dilemme. Il y a énormément de cas où il ne s'agit absolument pas d'une disparition. Il s'agit parfois d'une petite fugue, il s'agit parfois ça peut être un enfant qui s'est rendu chez un copain sans prévenir ses parents, ça peut être un mari qui quitte sa femme ou le contraire. Si vous voulez, toute notre difficulté, et cette situation est difficile à gérer, c'est de déterminer, et ça fait partie aussi du bon sens policier, s'il s'agit ou non d'une véritable disparition. Demain, Daniel Vaillant annoncera un dispositif d'aide aux policiers, la création d'un office central, une formation spéciale pour 70 000 policiers et gendarmes, des modifications législatives et de nouveaux moyens informatiques. Une réponse aux dysfonctionnements constatés, notamment depuis l'affaire Marion, cette jeune fille disparue en 1996. Pour ce spécialiste, un cas exemplaire. On s'est aperçu au travers de cette affaire qu'il y avait eu un cafouillage, par exemple, entre police, gendarmerie, justice, la position des juges d'instruction, la police d'un côté, la gendarmerie de l'autre, ce qui fait qu'on perd beaucoup de temps. Or, ce qui est très important lorsqu'il s'agit d'une disparition, c'est de traiter cette disparition dans un temps record. 45 000 mineurs disparaissent chaque année. Pour l'immense majorité, il s'agit de fugueurs vite retrouvés. Mais désormais, les enquêteurs devraient avoir les moyens d'imaginer le pire dès qu'une disparition est signalée. La grogne des médecins ne faiblit pas. Un mouvement national est prévu le 23 janvier prochain. Voyons à présent les conséquences du mouvement de grève des généralistes. Les médecins réquisitionnés sont débordés, assurant toutes les gardes, comme le montre ce reportage à Libourne de Caroline Pham et Bernard Benarme. Bonjour madame, je suis le médecin de permanence. Vous savez que je suis réquisitionné? Oui. Réquisitionné, mais sans vraiment d'état d'âme. Dans tous les cas, le docteur Lédé n'a guère le temps de se poser des questions. Une otite ici, une gastro-entérite qui l'attend ailleurs. Depuis hier, le carnet de rendez-vous est plein. Oui, c'est la course, c'est la course. 5 à 6 visites à faire encore. Et les appels à venir, dont je suis informé tous les quarts d'heure, si ça n'est pas urgent. En temps normal, 2 médecins peuvent assurer les gardes du week-end, mais en période de grève, ils se retrouvent seuls pour un bassin de population de 35 000 habitants. On ne peut pas approfondir. C'est le problème de tout l'exercice de garde, surtout quand il y a des surcharges. On ne peut pas faire parfaitement notre travail. Nous sommes là, rappelons-le, pour éliminer des urgences. Je vais pouvoir vous conseiller par téléphone, mais... Et c'est comme ça depuis hier. À 19 h ce soir, le docteur Lédé enregistrait 214 km au compteur, 54 patients, plusieurs appels la nuit dernière. Oui, bonjour madame. Des visites à domicile et des consultations au cabinet. Le père de ce nourrisson, par exemple, n'a pas trouvé de médecin disponible dans son secteur. J'ai eu un numéro sur un médecin sur la Pouillade qui ne répondait pas, qui avait laissé un répondeur. Comme je voulais avoir un avis assez rapide, j'ai essayé d'en avoir un autre. Et finalement, cette réquisition, le docteur Lédé ne la vit pas trop mal. J'admets devoir travailler davantage pour soulager tous mes confrères qui, eux, sont en grève. Cela dit, il ne s'en cache pas. Demain matin, au terme de son tour de garde, c'est lui qui sera soulagé. À Créteil, près d'1 millier de personnes se sont retrouvées ce matin au centre communautaire juif pour protester et mettre en garde les autorités contre la montée de l'antisémitisme. Une manifestation à la suite de l'incendie d'une école juive le 31 décembre dernier à Créteil. Dans le rassemblement, différentes personnalités comme le président du CRIF ou encore le grand rabbin de Paris. Aux États-Unis, on évoque sans certitude la possible complicité d'un homme au sol qui aurait pu guider les avions suicides sur les tours jumelles. Il s'agit d'un Égyptien, fils de diplomate, qui comparaissait vendredi devant la Cour fédérale de New York pour un délit d'une autre nature, mais l'enquête est en cours. Pascal Doucet-Bon. Le 11 septembre, il était aux premières loges. L'hôtel Hilton, toujours debout mais pour l'instant inhabitable, était le plus proche voisin des tours jumelles. Abdallah Higazi y occupait la chambre 5101. Il a vu le premier avion s'écraser sur la tour nord.
L'homme, âgé de 30 ans, étudiant en télécommunications, ancien de l'armée de l'air égyptienne, a ensuite évacué l'immeuble, comme tout le monde, en laissant toutes ses affaires derrière lui. Ces affaires, dont une radio très perfectionnée, aux batteries partiellement déchargées. Devant les enquêteurs, Abdallah Ghazi a d'abord nié posséder un tel appareil, avant d'avouer, tout en offrant 3 versions différentes de la façon dont il se l'était procuré. Il dit en tout cas ne pas l'avoir utilisé dans l'hôtel. Il aime les États-Unis, dit son avocat. Il voulait rentrer dans son pays pour lui faire profiter des connaissances acquises ici, puis revenir et devenir citoyen américain. Il m'a dit que les attentats du 11 septembre l'ont horrifié. Abdallah Ghazi est-il victime d'un concours de circonstances ou a-t-il guidé les avions vers les tours? Le FBI reconnaît ne pas avoir de preuves pour l'instant. Pour savoir ce que faisait exactement Abdallah Ghazi dans cet hôtel, les enquêteurs du FBI vont maintenant devoir fouiller son passé politique et religieux. S'ils parviennent à établir un lien avec le terrorisme, alors l'homme pourrait passer plus de 20 ans dans les prisons new-yorkaises. Toujours dans l'actualité internationale, la tension entre l'Inde et le Pakistan semble retomber après le discours télévisé hier du président Musharraf. Le gouvernement indien, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a salué les engagements antiterroristes du Pakistan qui a décidé d'interdire plusieurs organisations extrémistes. Mais l'Inde jugera sur pièce. Reste que sur le terrain, la situation est tendue avec de nouveaux incidents. En Afghanistan, après tant d'années de guerre et de famine, le sujet pourrait paraître sans consistance s'il n'avait lieu à Kaboul, avec l'arrivée d'une délégation des défenseurs de la cause animale qui ont fait le voyage pour tenter d'améliorer le sort des animaux retenus dans le zoo de la ville et traités sous le régime taliban de façon indigne. Vanessa Rouet. Il boite, il ne voit plus que d'un œil, mais le lion du zoo de Kaboul est encore debout après 20 ans de guerre. Lui, ce sont les talibans qui avaient essayé de le tuer à coups de grenade. Traversé par la ligne de front sous l'ère talibane, puis cible des bombardements américains, aucun recoin du parc animalier n'a été épargné. La Société internationale de protection des animaux s'en est émue. Son directeur arrive aujourd'hui avec une aide de plusieurs milliers de dollars. Nous n'avons aucune aide de l'État, on y arrive grâce à la récolte de fonds privés. Les gens aiment les animaux, ils veulent nous voir agir. Première urgence, apporter une aide vétérinaire aux animaux blessés ou traumatisés par la guerre. Plus de la moitié des espèces a été décimée. Et il faut protéger les survivants contre une cruauté toujours présente. Aujourd'hui encore, certains visiteurs lapident les bêtes. Tout est à recommencer, il n'y a plus rien ici. Le zoo a été détruit à 90%. La priorité absolue, c'est la reconstruction. Les premiers fonds financiers serviront à payer les employés. Jusqu'à présent, ils mendiaient sur les marchés de la capitale pour nourrir leurs pensionnaires. Toujours en Afghanistan, la fin du régime des talibans a pour effet pervers de relancer la culture du pavot qui avait été interdite il y a 3 ans par les autorités de Kaboul. Dans cette région du monde qui pourvoyait en héroïne de nombreux pays occidentaux, les paysans depuis quelques semaines replantent les champs de pavots. Reportage dans la région de Jalalabad de nos envoyés spéciaux Agnès Varamian et Jean-François Renaud. Toute la famille est à la corvée. Il faut désherber minutieusement, tout autour des pousses, si précieuses pour ces paysans. Le vieux Rezwanoula a semé ses graines il y a 1 mois et demi. Sa famille, comme toute celle de Daolazaï, était nomade, forcée au début des années 80 par la guerre contre les Russes à abandonner son troupeau. Le pavot était donc devenu une nouvelle richesse, bannie par les talibans il y a 3 ans. Personne ne nous a autorisé à replanter. On l'a décidé nous-mêmes. Les talibans n'étaient pas prêts à nous laisser faire. Alors, quand le gouvernement a changé, on a semé à nouveau. Parce qu'avec ça, on peut vivre. Le pavot n'a jamais soif, dit le vieux, et l'eau ici est rare. Il n'a pas plu depuis 4 ans. Pour acheter leurs graines, les familles ont touché une avance des trafiquants. Dans chaque maison du village, il y a 20 à 30 bouches à nourrir. Pendant 2 ans, le blé a remplacé le pavot dans les champs, mais il rapporte 50 fois moins. Pour vivre, on a emprunté de l'argent. On a pris aux uns pour rembourser les autres. On a travaillé si dur, on n'a rien gagné. Je dois beaucoup d'argent. Alors qu'est-ce que je dois faire? Vendre ma femme, vendre mes champs? Que faire? S'ils ont interdit les plantations, les talibans n'ont jamais touché au trafic.
Ils prélevaient simplement les taxes. Dans ce bazar, toutes les boutiques vendent de l'opium. Les stocks sont loin d'être épuisés après 30 ans de récolte. Nos affaires vont être meilleures. Les hommes d'affaires étrangers vont venir nous acheter de grosses quantités. En échange, on recevra de l'argent et cet argent servira à développer notre pays. De toute façon, il n'y a rien à faire d'autre ici. Ces trafiquants n'ont aucune crainte. Avec la reprise des cultures, le prix de l'opium ne s'effondrera pas. La demande, disent-ils, est trop forte. La récolte se fera en mai et le pavot sera revendu à plusieurs intermédiaires avant d'être transformé en opium et en héroïne. Et pour l'instant, le nouveau gouvernement afghan ferme les yeux sur ces cultures. En Grande-Bretagne, la presse évoque la possible cure de désintoxication du jeune prince Harry, le fils cadet de Charles et de Diana. Réaction du palais qui considère que l'affaire appartient au passé. Laurent Boussier. Encore une affaire dont la famille royale se serait bien passée. Cette fois-ci, c'est donc Harry, le fils cadet du prince Charles, qui fait parler de lui, et pas dans les meilleurs termes. Harry aurait avoué à son père avoir fumé du cannabis. Un aveu qui, dans toute autre famille, serait bien évidemment resté du domaine privé. Mais ici, la famille royale est depuis longtemps une affaire qui se vend bien, les tabloïds sont toujours à l'affût et ce matin, la presse se régalait du faux pas de ce petit prince de 17 ans. Tout a commencé l'été dernier, quand, questionné par son père, Harry admet avoir à plusieurs reprises fumé de la drogue et bu de l'alcool avec des copains ici, dans sa maison de Highgrove. Révélation prise très au sérieux par le prince Charles qui a immédiatement envoyé son fils visiter ce centre de désintoxication histoire de lui montrer ce que pouvaient être les conséquences de la drogue. Tony Blair, qui a eu lui-même des problèmes avec un de ses fils, a porté ce matin son soutien au prince Charles. Le prince Charles et la famille royale ont très bien géré ce problème. Ils l'ont fait de façon responsable et, comme on peut s'y attendre, de façon intelligente pour leur enfant. Le prince Harry n'est certainement pas le premier adolescent à fumer un joint, mais quelques mois avant le début des cérémonies qui doivent marquer les 50 ans du couronnement de la reine Elisabeth, cette affaire ne tombe pas très bien pour la famille royale, qui voudrait donner d'elle une image beaucoup plus positive. Sur le marché des communications téléphoniques locales, la guerre de la concurrence fait rage. Depuis le début de cette année, elle est autorisée. 7 opérateurs privés ont donc proposé leurs services et France Télécom, qui avait pris les devants en lançant certains types de forfaits, a été sanctionné par le Conseil de la concurrence. Du coup, sans se démonter, France Télécom propose de nouveaux systèmes sur le local. Laurent Bailly, Peggy Leroy. Ces factures scrutées à la loupe, de plus en plus, France Télécom va devoir s'y faire. Depuis 2 semaines, l'opérateur historique est concurrencé sur les appels locaux par 3 compétiteurs. CGTEL, Télé2 et 9 Télécom. Résultat, en heure pleine pour un appel de 3 minutes, c'est la durée la plus répandue, les tarifs de France Télécom sont moins avantageux que ceux de Télé2 et de CGTEL. Ce soir, l'entreprise réagit et annonce le lancement de 5 forfaits locaux de 3 à 20 heures par mois. Fini les heures creuses et les heures pleines. Dans le forfait 3 heures par exemple, le tarif sera pour 3 minutes de communication de 0,096 €, c'est-à-dire 63 centimes. Dans le forfait 20 heures, le prix baisse encore à 0,090 €, 59 centimes. France Télécom s'engage à reporter les minutes non consommées le mois suivant, mais exige que ses futurs clients s'engagent pour 6 mois minimum. C'est peut-être ça le piège, non? Non, parce que le client s'engage pour 6 mois, ce qui est encore pas très long. Mais même à l'intérieur de ces 6 mois, je vous dis, il peut changer. Donc s'il se rend compte qu'un mois, il va le dépenser moins, eh bien, il prendra le forfait de 3 heures. Ou il passera après à 5 heures ou à 20 heures, comme il veut. Pas de piège. Côté tarif, France Télécom tient à nouveau la corde, mais les concurrents ne manqueront pas de réagir à leur tour. Pour l'instant, la concurrence s'annonce favorable aux consommateurs. L'euro envahit tous les marchés, y compris celui de l'art, mais pas facile de faire monter les enchères lorsqu'on manie la monnaie unique. Ni les commissaires-priseurs, ni les clients ne s'y retrouvent facilement. Exemple à l'Hôtel Drouot à Paris, Amaury Guibert et Jean-Paul Muto. À 120 €, c'est bien vu. À vous, monsieur, 120 € à juger. Premier coup de marteau et voilà la première enchère réalisée en euros. C'est une petite révolution pour les commissaires-priseurs. Tout est prêt pour cette vente d'objets archéologiques. Le tableau pour la conversion, la caisse en euros. Malgré tout, l'exercice est périlleux. On a peur de se tromper et justement d'acheter plus cher que la fourchette haute qu'on s'était donnée. 350. Car c'est là que tout se complique. Passer de 300 à 350 €, cela paraît peu, mais c'est toujours 328 francs de plus. Alors il faut suivre, surtout quand les responsables de la vente s'en mêlent les pinceaux. 1000 francs. 1000. Non, pas 1000 francs. 1000
La vente elle-même n'est pas encore très sûre, elle n'est pas bien rodée. Parfois on nous donne des prix en francs, enfin ils se trompent quoi. Et ça nous trouble aussi. L'œil rivé sur la liste des estimations, voilà ce que font les acheteurs qui veulent éviter les surprises de l'euro. Mais à cause de ces précautions, la vente s'éternise. Voilà 4 heures que l'expert est sur la brèche. L'enfer, ça doit être ça à peu près. Car avec l'euro, la cadence ralentit, la vente est finalement écourtée pour être reportée. On a perdu à peu près 1 heure pour réaliser cette vente, donc c'est la raison pour laquelle on a dû l'arrêter. Mais et on avait mis les moyens pour accélérer les procédures avec le tableau d'affichage, etc. Mais enfin, il y a une période d'adaptation. D'ici quelques mois, tout devrait rentrer dans l'ordre quand le franc aura définitivement disparu. En attendant, à la caisse, les derniers bas de laine sont liquidés, sans limite. Le salon du meuble se déroule à Paris ces jours-ci. L'une des hautes distinctions de cette manifestation a été décernée à Didier Gomez et aux frères Roset pour leur collaboration exemplaire. L'un est designer, l'autre industriel. Ils travaillent ensemble depuis 5 ans et savent innover en s'adaptant à l'ère du temps. Jean Pézieux, Jean-Louis Melin. Une chambre sur jardin, c'est le calme dont a besoin Didier Gomez pour créer. Le décor rappelle sa passion pour l'Afrique. Parmi ses projets, concevoir des meubles multifonctions, projet qu'il compte proposer aux fabricants, comme Roset. C'est vrai que c'est plus facile de faire bouger parfois des petits industriels qui ont une autre échelle, mais d'un autre côté, c'est bien que des gens qui sont aussi importants, aussi à la pointe quand même, arrivent à bouger, et je veux dire qu'ils bougent de plus en plus rapidement là maintenant. Anaba, ainsi s'appelle la dernière collection de Roset dessinée par Gomez. Matière noble, cuir et drap, raffinement des pieds en métal, gantés de cuir, teinte pastel inspirée du Maghreb, l'aboutissement de 5 ans de collaboration. On était très axé, si vous voulez, sur un design qu'on pourrait classer de pur et dur, très architectural. Enfin, c'est pas une critique à l'endroit, si vous voulez, je dirais, du reste de ces architectes. Et on avait besoin de cette ouverture vers quelque chose, je dirais, qui soit plus de notre époque, dans le sens, je dirais, plus commun à vivre. Dans cette boutique, le mobilier le plus demandé, c'est Nomade, le premier, créé par Gomez pour Roset. Un duo, banquette canapé par exemple, coûte 4 à 5 000 euros. Les Français en achètent 1000 par an. Il correspond bien, semble-t-il, aux jeunes ménages qui veulent des meubles transformables. Le système est déhoussable? Alors vous avez donc tous les coussins de dossier, eux, sont déhoussables. Le tissu de l'assise, on peut le changer. Vous avez à peu près 500 tissus différents. Donc 6 tissus, couleurs et matières différentes pour chaque modèle, absolument. Un designer nourri de voyages, un fabricant ouvert aux nouvelles cultures, leur alliance porte au premier plan le meuble français. À Paris, la grande roue vit-elle ces dernières heures? En tout cas, elle tournait gratuitement aujourd'hui. Une opération astucieuse lancée par son propriétaire qui fait de la résistance et qui affirme n'avoir pas dit son dernier mot. Pascal Deschamps, Delphine Detré. Comme sur le Titanic, on aura joué de la musique jusqu'au bout. Le lion est peut-être mort ce soir, mais il donne encore quelques coups de griffe. Je peux vous dire qu'on ne bougera pas d'ici, qu'on affrontera les forces de police et qu'on fera la guérilla sur la place de la Concorde s'il le faut, et on verra bien ce qui va arriver. Marcel Campion ne se démonte pas et fait le fier à bras. Il avait organisé aujourd'hui une journée portes ouvertes. Tout était gratuit. Les Parisiens n'ont pas hésité à prendre de la hauteur pour donner leur avis sur la question. De là-haut, l'Arc de Triomphe, jusqu'au Louvre, il faut que ce soit dégagé. Je veux que cette roue soit déplacée sur le Pont Neuf. Parce que le Pont Neuf, par tradition, depuis des années, il y a 100 ans, c'était l'endroit où tous les forains étaient là. Ils n'ont qu'à faire comme les musées, que ça soit gratuit, que tout le monde en profite. Je trouve ça inadmissible que l'on enlève cette roue qui ne départ absolument pas Paris. Autant les colonnes de Buren, c'est affreux, mais ça, c'est très joli. À Vienne, il y en a une, et pourquoi à Paris, il n'y en aurait pas une, hein, voilà. Bon. Comme on dit, c'est un sujet avec débat et des hauts. Marcel Campion dit qu'on ne lui a pas proposé de site de substitution. Faux, a répondu une nouvelle fois le maire de Paris. J'ai proposé au moins 5 implantations différentes. Il y en a peut-être une nouvelle là qui est en train de surgir. J'ai même proposé éventuellement de la racheter. Il faut voir dans quelles conditions. Marcel Campion a jusqu'à mardi soir ou mercredi matin pour commencer le démontage avant l'application de l'amende. Comme il n'en a pas l'intention, la situation semble plus que jamais bloquée. Du ski avec une victoire française en Autriche, celle de Laure Péquenot qui a remporté le slalom comptant pour la Coupe du monde féminine de ski alpin devant la Suissesse Sonja Neff et la Suédoise Ylva Neven. Pour la championne française, c'est la deuxième victoire de l'hiver. Elle est âgée de 26 ans et s'empare de la tête du classement de la Coupe du monde de slalom.
Et c'est au Lacrosse que s'est achevé le Dakar. Les favoris de ces derniers jours ont fait leur dernier tour de piste, loin derrière eux, mais tout de même à l'arrivée. Et c'est une prouesse, Johnny Hallyday, que nous retrouverons dans un instant. Mais d'abord, retour sur la course avec une première victoire pour le japonais Masuoka sur Mitsubishi et une confirmation pour l'italien Meoni, déjà vainqueur en 2001. Christophe Duchiron. L'Italien Fabrizio Meoni est un sympathique récidiviste. Vainqueur en 2001, vainqueur en 2002, il devance sur le podium le Sud-Africain Alfie Cox, alors que le Français Richard Cinct prend la 3e place. Aujourd'hui, pour les concurrents, il s'agissait d'aller de Dakar à Dakar en faisant le tour du lac Rose. Au programme, la plage, la mer, le sable chaud et surtout la fin d'un rallye long de 8883 km, dont 3953 de spécial. Au Portugais Villard, la victoire d'étape, à l'Italien Meoni, la victoire finale. À tous les motards ce soir, la douche, le lit, le repos. C'est une belle victoire, là je vois les voitures qui suivent dans mon rétro, c'est un côté magique. Le Français Pascal Mémon comme copilote et le Japonais Hiroshi Masuoka pour tenir le volant, les vainqueurs du rallye devant dans les premiers mètres de la spéciale, une manière d'hommage des adversaires à ceux qui remportent une victoire méritée. Ils avaient hâte d'en terminer pour mettre un point final à 16 jours de course et de bagarres intenses. Sur le podium, il n'y a pas que le champagne qui coule, il y a aussi quelques larmes. Masuoka remporte le premier Dakar de sa carrière. Grande première aussi pour Johnny Hallyday, notre Jojo national, associé à l'expérimenté René Medge, termine hors délai peut-être, à plus de 94 heures des premiers, c'est beaucoup, mais il a terminé quand même. Retrouvons à Dakar Johnny Hallyday. Bonsoir et bravo, car j'imagine que pour vous, l'important n'est pas le classement, l'important c'était d'arriver. Ah ben ça c'est sûr, d'arriver, parce qu'on était tellement nombreux au départ, et quand je pense qu'il y a plus de 50% de concurrents qui ne sont pas arrivés, il faut dire que la route était longue. Il y avait beaucoup de spéciales qui étaient quand même très très cassantes, avec beaucoup d'herbe à chameau, ce qui fait que bon, il y a beaucoup de voitures qui ont cassé quoi, surtout. Donc moi je suis content de faire partie de ceux qui sont arrivés. Précisément, qu'est-ce qui vous a fait le plus souffrir? Parce qu'au fond, c'est quand même une performance physique, peut-être encore davantage pour vous. C'est pas tellement les spéciales, c'est surtout les liaisons qui sont très longues. Et puis, il y a beaucoup de terrains très très cassants. Comme je dis toujours, on peut pas rouler plus de 20 à l'heure, parce que si on roule à 25 à l'heure, on casse la voiture. Et je dois dire que, bon, moi j'ai assez mal au dos, faut dire, je suis arrivé avec un mal de dos terrible. Mais on est arrivé et je suis fier de ça, parce que je m'étais juré d'arriver et puis je suis arrivé là. Donc c'est ça le principal pour moi. Est-ce que vous considérez que c'est une performance physique? D'autant plus pour vous, Johnny Hallyday, qui n'êtes pas rompu à ce genre d'exercice. C'est une performance physique, oui. Mais moi, j'ai pas trouvé ça physiquement si dur que ça. Vous savez, moi je fais du sport toute l'année, je m'entraîne régulièrement un petit peu à tous les sports, et je suis habitué au sport de longue haleine. Donc pour moi ça n'a pas été trop un problème. C'est peut-être un peu le manque de sommeil, mais vous savez, il y a des... depuis jeudi, nous sommes dimanche, depuis jeudi nous avons dû dormir 3 heures, quoi. Bon voilà. Est-ce que vous auriez aimé être un candidat au fond comme les autres? Est-ce que la notoriété vous a pesé ou vous a isolé du rallye? Oui, j'aurais aimé être un peu plus un candidat, comment dire, anonyme comme les autres, parce que c'était assez stressant pour moi dans certains endroits. Parce que on arrivait dans certains bivouacs, il y avait beaucoup d'invités, visiteurs de l'organisation. Ce qui fait que tout d'un coup on arrive, on se retrouve avec des centaines de personnes on n'a même pas le temps de descendre de voiture, qui se jettent sur vous, autographes, trucs, des questions, et je crois que à la limite, c'est peut-être plus éprouvant et plus fatigant que la course elle-même. Est-ce que vous êtes prêt à recommencer l'expérience? Écoutez, j'aime bien les anniversaires, vous savez, alors il paraît que l'année prochaine c'est les 25 ans. Donc c'est un anniversaire, donc je pense certainement que j'y participerai. Johnny Hallyday, en tout cas, bravo une fois encore. Rendez-vous donc est pris pour l'année prochaine, et je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir, au revoir.
Cinéma avec le dernier film de Barry Levinson, qui est l'un des réalisateurs américains les plus oscarisés. On lui doit Rain Man, Good Morning Vietnam ou encore Des hommes d'influence. Aujourd'hui, il nous propose une comédie policière avec Bruce Willis. Marie-Jo Jouan et Christian Leroux ont rencontré Barry Levinson lors de son passage à Paris. Vous allez être victime d'un hold-up. Un homme d'action, un vrai, un dur, un tatoué. Un homme de réflexion, le cerveau, un poil hypocondriaque. Deuxièmement, je dois avoir un traumatisme crânien. Et troisièmement, elle est perturbée à un point que tu n'imagines pas. J'entends tout. C'est l'histoire de... Ils sont braqueurs de banque et plutôt habiles, tout leur réussit. Mais c'est compté sans le facteur humain. En l'occurrence, une rousse explosive. Vous avez un œil légèrement plus clair que l'autre. Personne ne le remarque. Bruce Willis, Billy Bob Thornton, Cate Blanchett, un trio à la Butch Cassidy, concocté par le réalisateur de Good Morning Vietnam, dont on sait à quel point l'humour est le terrain familier. Vous réunissez deux types, au demeurant talentueux, qui peuvent faire un duo crédible. Vous ajoutez une femme comme Kate, et vous avez une comédie romantique à trois. Une femme qui tombe amoureuse de deux braqueurs de banque et ne peut choisir car elle considère qu'à eux deux, ils incarnent l'homme parfait pour elle. Ça, c'est une vraie dynamique de scénario. Quoi? Comment ça, non? Vous avez bien entendu, non. Les bonnes manières n'excusent absolument pas le vol. Je n'ouvrirai pas la chambre forte et je ne vous donnerai pas l'argent. Nous sommes armés. Oh, vous êtes des non-violents, Joe. N'importe qui vous le dira. Là, ça me laisse sans voix. Pas toi? En fait, c'est un film très réaliste. Tout le comique du script contenu dans Bandits est tout à fait plausible. Personne n'avait fait de calcul au départ, du genre on va faire un film avec une bande de copains. Mais c'est ce qu'on est devenu. Je n'ai jamais travaillé avec un groupe d'acteurs qui donnent autant, qui sont aussi généreux. Alors qui ce sera? Moi ou celui-là? Oui, le beau ou le boutonneux? Romantisme, action, humour, entre polar et road movie ou comédie de mœurs, c'est joyeux, tonique, humain, chacun y trouvera son compte. Ainsi se termine ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. Nombreuses réactions politiques après le veto du Conseil constitutionnel concernant la définition du licenciement économique, volet inscrit dans la loi de modernisation sociale. C'est la troisième fois que les sages sanctionnent un texte du gouvernement en quelques mois. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet. 20h50, La vache et le prisonnier d'Henri Verneuil avec Fernandel. 0h10, le dernier journal, Laurence Piquet. Demain à 7h40, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Patrick Devedjian. 13h, le journal Antoine Cormery. À 20h, David Pujadas. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.